Bonjour et bienvenue à l'atelier pour cette première partie de 2 vidéos qui vont être non consécutives. Maintenant on est en hiver et je me suis dit que c'est l'occasion idéale pour vous montrer ce joli petit tour que j'ai pu obtenir grâce à vous, chers abonnés. Il s'agit d'une Myford ML7 métrique des années 60 et qui marche encore à merveille. Et la deuxième partie où il y aura tout le tir, ça aura lieu au printemps quand il fera plus chaud et les jours seront plus longs. Donc, ce que je suis en train de faire ici, c'est une technique, c'est une astuce que j'ai trouvée sur les forums francophones. Et il s'agit de tourner donc, des petites bagues en acier, en laiton, pardon, et les insérer sur le culot de ces cartouches, de ces étuis de 10-3 x 60 R. Donc c'est un calibre de chasse qu'on trouve ici facilement en Suisse. Et puis les douilles, une fois tirées, sont assez abordables. Et c'est aussi une bonne cartouche mère pour toutes les transformations dans les calibres de 11 mm, je sais quoi. Donc des calibres réglementaires de la fin du 19e siècle. Dans ce cas, c'est le calibre gras, les cartouches 11 x 60 R. En termes de longueur, c'est parfait. Il y a juste une très petite différence au niveau de l'épaulement, mais une fois tiré dans la chambre du gras, ça sera formé et prêt à utilisation. Mais, le gros mais, c'est que le culot est tout juste assez grand pour extraire. Donc, pour le tir au stand, c'est impeccable, il n'y a rien à faire. Mais avec le test que je veux faire, il faut absolument que la cartouche soit extraite pour pouvoir percuter la vis d'éjection. Parce que mon idée, c'est de tester, au moins au niveau de cadence de tir, des fusils à verrou de première génération. Donc dans mon cas, ça sera le gras. L'autre choix, ça aurait pu être le Mauser 71, mais il n'y a pas d'éjecteur dans celui-là. Et l'autre, ça aurait pu être le Berdan 2 russe, qui a aussi un système d'éjecteur. Mais je n'ai pas celui-là, j'ai le gras, donc on fera avec. Et de l'autre côté, il y avait tous les autres systèmes donc, sans verrou, donc les blocs tombants, les blocs basculants. Et là, j'avais le choix. Et donc là, je vais choisir le Comblin. À mon avis, c'est plus rapide. On va juste faire un petit test économique avant de lancer dans l'usinage. Et voilà, donc je vais faire 1 minute de tir avec chaque. Je vais disparaître dans la fumée. Et juste pour voir un peu la cadence de tir que j'aurais pu faire avec verrou et non verrou. Alors, voilà pourquoi c'est impératif que les étuis éjectent du gras pour avoir une cadence maximum. Pour ne pas avoir à secouer le fusil pour sortir la douille. Alors voilà la différence. Vous voyez, donc ça c'est celui d'origine, il est assez mince, très très mince d'ailleurs. Et voici donc avec la bague installée, et puis ensuite reprofilé sur le tour pour approximer vraiment le culot d'une véritable cartouche gras. Donc avec ce profil-là, ça reste vraiment sur la tête de culasse, avec la griffe, et comme ça vient vraiment bien frapper la vis d'éjection et éjecter la cartouche. Donc, d'abord, juste voir les 3 fusils que j'ai, ce sont le Martini Henry, le Werder et le Comblin. Et donc, on va voir, je vais essayer de vous convaincre que j'ai fait le bon choix en choisissant le Comblin pour aller contre le gras. Donc, commençons par le vénérable Martini Henry. En fait, pour chaque fusil, je vais charger depuis une cartouchière, et puis en amenant le fusil hors de l'épaule, parce que c'était ce qu'il faisait à l'époque. Donc, pour le Martini, donc une fois tiré, déplacer la main, actionner le levier, insérer une cartouche, et voilà. Donc assez rapide, mais il y a quand même le déplacement. Maintenant nous avons le fusil Werder, donc là il y aurait tir, éjection,
Chargement. Voilà, donc assez rapide aussi. Et tout est au niveau de la détente. Donc il n'y a pas besoin de mettre le bras ici pour un levier, quoi que ce soit. Et en dernier, le comblin belge. Donc là c'est encore plus simple. On tire, on ouvre, on chambre et c'est reparti. Donc je crois que celui-là c'est le plus rapide. Il y a très peu d'actions à faire, mis à part prendre la cartouche dans la cartouchière. Dès qu'on a chargé, on soulève le levier, on est prêt. Donc voilà pourquoi, à mon avis, c'est celui-là qui va être le plus rapide des trois. Mais voilà, au printemps, on verra bien. Et bien sûr, la compétition, le gras. Donc tire. Voilà, je pense que ça va être chaud. Maintenant, à l'usinage. Alors, avant de passer à l'usinage, peut-être juste un petit aperçu du tour. Vous excuserez tout le matériel là, mais voilà, je suis en plein travaux. Alors, à l'arrière, nous avons la poupée mobile. Donc, elle peut glisser ici sur le banc. Et ici, je peux changer différentes sortes de porte-outils. Donc ça reste statique. Et c'est le travail, donc la pièce elle-même qui tourne. C'était un peu bizarre, mais on s'habitue assez vite. Donc la poupée, là ici, peut être fixée à n'importe quelle distance, ici. Et puis je peux aussi verrouiller l'axe, pour qu'il n'y ait pas de rotation, pas d'avancement, surtout. Donc ici, je peux avancer ou reculer le porte-outil. Ensuite, il y a le traînard. Donc ça chemine par crémaillère, ici, là-dessous, en avant, donc dans l'axe. Et ensuite, nous avons donc chariot transversal. Ici, avance, recule. Et puis, le chariot porte-outils. Donc celui-là, il peut être incliné par rapport à l'axe. Donc là, je l'ai à 30 degrés pour faire le chanfrein sur le culot des cartouches. Ça sera la dernière étape à faire. Et ensuite, j'ai un porte-outils. Donc c'est un tripan. Donc ça me permet ici, avec ces porte-outils, de changer d'outil assez rapidement. Je peux régler la hauteur. Et puis je peux aussi pivoter le tout par rapport à cet axe ici. Ensuite, nous avons le mandrin. Donc il est auto-centré. Autant que possible. Là, c'est pas un super précis, mais tant que j'enlève pas la pièce, ça reste bien centré. Donc, je suis en train pour ça que je fais des tranches ici. Comme ça, j'ai pas besoin de bouger la pièce du mandrin. Il y a le moteur derrière. Ensuite, passons au système de poulie. Donc, il est caché là-dessous, sous couvercle. Donc j'ai la possibilité d'avoir 3 vitesses mécaniques et ici j'ai une réduction avec ces engrenages donc, qui me donne encore 3 autres vitesses correspondantes du mandrin réduites. Ici j'ai 2 réservoirs avec des mèches là-dessous qui alimentent les paliers donc du rotor principal. Là-dessous, je ne vais pas vous montrer parce que c'est assez lourd. Il y a un train d'engrenage pour alimenter la vis mère ici. Et ça permet de faire cheminer le traînard en avant en arrière à des vitesses sélectionnées. Donc ça, c'est pour particulièrement utile pour tailler des pas de vis ou juste pour enlever du matériel, tout simplement faire des coupures, réduction de diamètre pour des grandes pièces. Mais j'en suis pas encore là. Ça viendra avec l'expérience. Et l'ancien propriétaire avait bricoler ce boîtier ici, électrique, et pas un professionnel bien sûr. Et ça me permet de contrôler l'alimentation donc du rotor principal, du mandrin, électriquement au lieu de mécaniquement. Donc là j'ai le choix d'alimentation si je veux avoir une alimentation directe. Ou si je veux avoir un réglage manuel.
Dans ce cas-là, je peux changer la direction ou régler la vitesse manuellement sans avoir à changer de poulie et tout ça. Puis là aussi, j'ai le choix entre un palier de vitesse relativement haut ou bas. Donc ça dépend de la puissance que je veux. Et tout ça avec un pédalier. Donc ça me donne une autre possibilité de contrôle. Donc revenons à l'usinage lui-même. Donc j'ai commencé avec une barre en laiton, 20 mm. Donc elle était à peu près grosse comme ça au début, longue comme ça, et voilà tout ce qui me reste sur cette pièce. Donc comme je dis, j'ai formé, donc j'ai coupé des tranches au fur et à mesure. J'ai commencé donc par réduire le diamètre externe à 16,8, 7, je ne me souviens plus. Et donc c'est un peu plus que nécessaire, 6,6, ça sera le diamètre final si besoin. Et voilà, j'ai préféré laisser un peu plus que ne pas en avoir assez. Je peux toujours réduire à la fin une fois que c'est monté sur l'étui. Donc ça, j'ai tout simplement coupé. Ensuite, j'ai fait un premier alésage à 13 mm, donc juste avec une mèche avec le porte-outil ici. Et ensuite, avec cette barre d'alésage, j'ai légèrement agrandi petit à petit le diamètre interne pour que ce soit 13,6. Donc c'est légèrement inférieur au diamètre de l'étui ici, juste avant le culot. Et c'est fait exprès pour que ça rentre à friction par-dessus le culot. Elles seront pressées, comme vous verrez à la fin. Et comme ça, il n'y aura pas besoin de souder. Si je me rate, je peux toujours le ressouder. Mais j'essaye au moins initialement de faire sans soudage. Ça économise une étape. Et donc une fois que ceci est fait, je forme un épaulement interne. Donc aussi avec la même barre d'alésage. Ça c'est 1 mm de profondeur. Donc là, au lieu de mesurer à chaque fois, j'ai tout simplement marqué sur l'outil ici 1 mm. Et ensuite, je fais plus ou moins à l'œil pour le diamètre. Et j'essaye périodiquement avec le culot, juste au moment où ça rentre tout juste. Et puis voilà. Et l'étape finale, c'est tout simplement de tronçonner donc la tranche à 1,9 mm. Et là, je mesure tout simplement. Et donc, je tranche un anneau. Et ensuite, on recommence pour le suivant. Alors, la bague toute fraîchement tronçonnée a encore quelques bavures sur les surfaces coupées, usinées. Donc, j'ai un petit outil là, débavurage, hop, de rechargement. Donc, je vais juste frotter ça rapidement devant et derrière. Et la voici prête. Mon précieux. Pardon. Oui. Ensuite, on enfile sur l'étui. Et ça va jusque là, à peu près. Et donc tout ce qui reste maintenant, c'est de la forcer pour qu'elle recouvre donc la périphérie du culot. Et ensuite, il y a juste la dernière étape pour faire le chanfrein sur le nouveau culot agrandi et épaissi. Donc pour imbriquer l'anneau fermement sur le culot, c'est rien de compliqué. J'ai un tube ici en alu du bon diamètre, coïncidence. Un marteau caoutchouc. Et voilà, bien à fleur. Alors la toute dernière étape, voici l'étui. On va mettre ça dans le mandrin, bien serré. Est-ce qu'il est bien contre? Voilà, bien serré. Enlevez la clé tout de suite, sinon quand je vais faire tourner la machine, ça va me voler dans la figure. Ici, j'ai la lame à 30 degrés. Donc ça suit la ligne du chariot porte-outil. Et c'est avec ça que je vais donc faire le chanfrein
sur le culot. Et je fais à l'œil. J'ai rien mesuré. Et puis ensuite, ben, il faut juste essayer. Voyons voir. Alors, voyons voir. Parfait. Alors, nous voilà à la fin. J'ai maintenant 20 étuis prêts pour le rechargement. Donc je pense que pour mon petit test, je vais jamais réussir à faire 20 coups en 1 minute. Mais bon, si besoin, ils sont tous là. Et comme vous voyez, cette technique, c'est pas limité à ce calibre, bien sûr. S'il y a d'autres étuis qui sont facilement transformables en d'autres calibres et où le culot doit être modifié, il suffit juste qu'il y ait assez de matière dans lequel on peut tailler pour former ces anneaux. On peut aussi donc l'appliquer à d'autres calibres, parce que je sais que des fois les étuis sont hors de prix ou simplement n'existent pas. Donc voilà, merci pour votre attention, et puis j'espère donc au printemps procéder à l'essai, donc Gras contre Comblain. Et je remercie donc tout le monde, tous nos supporters, tous nos patrons aussi. Et n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, de vous abonner sur YouTube et aussi sur nos chaînes respectives sur Facebook et Instagram. Merci, à la prochaine!